Bonjour, dans cette vidéo de PSI, nous allons parler de la stabilité des systèmes asservis. Alors, plusieurs définitions existent de la stabilité d'un système asservi. La première, la stabilité BIBO, Bounded Input, Bounded Output, entrée bornée, sortie bornée. Si un système est au repos, est stable, et un système au repos est stable, au sens BIBO, si et seulement si pour toute entrée bornée, la sortie est bornée. Donc c'est une définition simple, assez pragmatique pour l'ingénieur. La définition mathématique de la stabilité au sens de Lyapunov est liée à une position d'équilibre. On définit donc un état d'équilibre qui est dit stable si pour toute petite perturbation, il existe un réel alpha, tel que si la position est suffisamment avec alpha proche de la position d'équilibre, alors la position suivante dans le temps, pour tout temps positif, restera suffisamment proche. Dans le cas contraire, la position est dite instable. Donc cette stabilité au sens de Lyapunov est illustrée par un exemple théorique d'une bille dans un rail. La position A est une position d'équilibre instable. Si j'écarte un petit peu la bille liée à la pesanteur, elle va s'éloigner définitivement de cette position-là, A, donc c'est un équilibre instable. La position B est un équilibre quasi stable. Si j'écarte la bille sur le plan horizontal, elle ne bougera pas, donc elle restera à une certaine distance de la position B. Et la position C, elle, un puits de potentiel, est une position d'équilibre stable. Alors, en pratique, les systèmes réels, comme on voit sur les deux photos en bas à gauche, seront plutôt caractérisés par entrée bornée, sortie bornée, l'objectif étant bien évidemment globalement que la sortie n'oscille pas trop, en particulier si on pense au suivi de trajectoire d'un avion pour lequel la position doit être très précisément imposée et de manière radicale. Et un chariot élévateur, de la même manière, si le positionnement en hauteur de la caisse admet des oscillations, on considérera que le système est instable. Donc en pratique, un ingénieur considérera qu'un système est stable si la sortie converge pour une entrée constante et bornée. Alors, intéressons-nous donc à un système de fonction de transfert H2P, et puis on va s'intéresser à la perturbation d'un équilibre par une impulsion, donc un Dirac. La fonction de transfert d'un système quelconque va être énoncée de la manière suivante: un certain numérateur polynomant P, un certain nombre d'intégrateurs, M intégrateurs, et puis un produit de P moins Pk, où Pk sont les pôles, qui bien évidemment peuvent appartenir au domaine complexe. La réponse à un Dirac s'exprime donc de la manière suivante: la sortie, c'est la fonction de transfert fois l'entrée. Si on s'intéresse à un Dirac unitaire en entrée, l'entrée vaut 1, et donc la fonction de transfert égale la sortie. Il s'agit donc maintenant, pour revenir dans le domaine temporel, de passer à la transformée de Laplace inverse pour obtenir la réponse temporelle. On a donc cette expression de la fonction de transfert à passer dans le domaine temporel, ce qui nous donne une somme de constantes fois des puissances de t fois les exponentielles complexes, plus une somme de puissance de t sur factoriel n mod. Donc on a des éléments qui sont des paraboles et des éléments qui sont des paraboles fois des exponentielles. Bien évidemment, nous souhaitons que le système soit stable, c'est-à-dire que la sortie temporelle, lorsque le temps tend vers l'infini, ne diverge pas. On se rend tout de suite compte que ces parties-là, si elles existent, vont diverger. Donc, il faut éviter d'avoir des intégrateurs directement dans le système, puisque cette partie-là est associée à M. Et puis que ces parties-ci, selon la valeur de Pk, vont soit converger, soit diverger. On a des exponentielles complexes, et donc l'enveloppe
fois le temps va être associé à la partie réelle des pôles. Donc, si la partie réelle des pôles est positive, ou que les pôles sont réels positifs, on va avoir une exponentielle qui va diverger, donc système instable. Par contre, si la partie réelle de ces éléments-là est négative, l'exponentielle moins quelque chose fois t va atténuer le t puissance L et donc va tendre vers 0. Donc, participera à une certaine stabilité du système. On en vient donc au fait que pour chacun des pôles ici présents, s'ils ont une partie réelle positive, eh bien, lorsque le temps va tendre vers l'infini, c'est eux qui vont gagner et qui vont du coup détériorer la réponse dans le sens où elle deviendra instable, elle tendra vers plus l'infini. Il faut donc éviter, si on représente les pôles dans un plan complexe, il faut donc absolument éviter d'avoir des pôles à partie réelle positive puisqu'ils sont associés à des enveloppes exponentielles divergentes. De la même manière, les pôles nuls, ceux associés aux purs intégrateurs, ne sont pas souhaités non plus, puisqu'ils nous apportent des parties de réponse temporelle en puissance qui divergent vers plus l'infini. On a donc une position des pôles qui permet de conclure sur la stabilité suite à cet exemple de la perturbation de l'équilibre par une impulsion. On souhaite, pour avoir un système stable, il suffit que les pôles de la fonction de transfert soient à partie réelle négative. S'il existe des pôles à partie réelle nulle, ça ne nous convient pas, le système est instable. S'il existe des pôles à partie réelle positive, ça ne nous convient pas, le système sera instable, la sortie va tendre vers plus l'infini. Il suffit bien évidemment d'un seul pôle mal placé pour assurer l'instabilité du système. C'est bien le problème, puisque la limite de la sortie tendra vers plus l'infini. Alors en pratique, pour assurer les performances, eh bien, en pratique, on va aussi préférer avoir les pôles dans une certaine zone, donc ici la zone grisée. Pourquoi ? Parce que si on est trop près de l'axe des imaginaires purs, on va avoir des pôles qui vont être très lents. Donc, même s'il y a stabilisation à cause d'une exponentielle enveloppe qui tend vers 0, si la convergence est très lente, notre système sera très proche de l'instabilité. Donc, comme un pôle type premier ordre, c'est moins 1 sur tau, eh bien, par rapport à un temps de réponse à 5% maximum, la valeur de la partie réelle du pôle limite que l'on s'autorisera sera donc moins 3 sur le temps de réponse à 5% maximum que l'on s'autorise. Si la partie réelle est entre 0 et cette valeur-là, on va avoir un système qui du coup aura un temps de réponse à 5% supérieur à celui-ci, Tmax. Non souhaité, donc on préfère ne pas être trop proche de l'axe des imaginaires purs pour ne pas avoir une réponse trop lente. Aussi, on souhaitera éviter d'avoir une partie imaginaire en valeur absolue plus grande que la partie réelle. C'est-à-dire, on va éviter ces zones-là, ce qui correspondrait au fait que la partie imaginaire, c'est-à-dire la partie oscillante, serait beaucoup plus rapide que la partie réelle, c'est-à-dire la partie associée à une convergence. Ce qui veut dire que même si la partie réelle des pôles qui assure la convergence avec l'exponentielle moins AT avec un A réel est suffisamment rapide vis-à-vis du critère de rapidité, mais si dedans, dans cette enveloppe-là, on oscille énormément, ça risque de ne pas être souhaitable, on n'en veut pas, parce que le système sera certes stable, il va converger, mais il subira énormément d'oscillations avant, et on préfère donc s'assurer de ne pas être dans cette zone où la partie imaginaire est au-delà, trop haut par rapport à la partie réelle. Et enfin, dernière limite, la limite de gauche là, qui est finalement une limite technologique associée à un temps de réponse qu'on ne pourra pas améliorer. On aimerait bien avoir tous les pôles avec une des parties réelles les plus loin vers les négatifs, ce qui voudrait dire que le temps de réponse à 5% serait vraiment le plus faible possible, hein. Plus on tend vers l'infini par là, plus le temps de réponse à 5% est proche de 0. Néanmoins, les limites technologiques des systèmes vont nous imposer de ne pas pouvoir aller trouver des pôles dans une zone beaucoup plus vers les réels moins l'infini.
Donc, lorsque les pôles sont dans la zone grise, le système est rapide, suffisamment rapide, vis-à-vis du critère de temps de réponse à 5%. Robuste, car il ne risque pas de dériver vers l'instabilité dans le sens où les oscillations sont contenues, il n'y a pas trop d'oscillations dans l'enveloppe convergente de l'exponentielle, et peu oscillant. Alors, on en vient aussi du coup sur ce lieu des pôles à identifier la notion de pôle dominant. On a dit et on s'est rendu compte que tout pôle dont la partie réelle est proche de l'axe des imaginaires purs est beaucoup plus lent que ceux qui sont loin de l'axe des imaginaires purs. Donc, dans la réponse temporelle, ceux qui sont loin de l'axe des imaginaires purs vont tendre vers 0, comme on l'a vu pour la réponse impulsionnelle précédemment, beaucoup plus vite que ceux qui sont proches de l'axe des imaginaires purs. Donc, on peut faire une approximation très souvent de conserver le ou les pôles les plus proches de l'axe des imaginaires purs, c'est-à-dire les plus lents, pour étudier la réponse temporelle des systèmes. Les pôles rapides vont converger tellement vite que sur la réponse temporelle, on ne verra presque pas leur influence. Nous illustrerons cela en cours par l'étude avec la simulation d'un second ordre composé de produits de deux premiers ordres, un lent et un rapide, et nous verrons cette approximation en classe. Donc le pôle à retenir pour la notion de pôle dominant, on peut approcher un système avec de multiples pôles par un système simplifié en ne conservant que le ou les pôles les plus proches de l'axe des imaginaires purs, c'est-à-dire les plus lents. Voilà ce qu'il faut absolument retenir. Pour ce faire, je vous invite à placer les pôles des systèmes suivants sur un plan complexe et juger de la stabilité. Un premier ordre, 1 plus 0,5p, 3 sur 1 plus 0,5p. Un second ordre, 2 sur 1 plus 2p plus p carré. Un autre second ordre produit de deux premiers ordres ici. Et puis une fonction de transfert un peu quelconque. Et la question pour ces deux derniers exemples, c'est y a-t-il un pôle dominant? Nous répondrons à ces illustrations-là en classe entière à la prochaine séance. Pour juger de la stabilité, on va maintenant détailler deux critères. Il existe un critère analytique, le critère de Root. Une remarque fondamentale et importante, ce critère est limite programme. Je vais donc dans cette vidéo détailler comment on l'utilise. Éventuellement, on l'illustrera une ou deux fois. Mais a priori, normalement, si les examinateurs respectent absolument les programmes, vous ne devriez pas en avoir à l'écrit des concours. Et le deuxième critère que l'on verra après, qui sera beaucoup plus employé, le critère graphique permettant de définir des marges de stabilité. Détaillons ici le critère analytique de Root. Dans un premier temps, on s'intéresse donc à la fonction de transfert en boucle fermée. C'est très important. Boucle fermée. Dans un premier temps, premier point, il faut absolument que tous les coefficients soient de même signe et non nuls. Les coefficients des polynômes numérateurs et dénominateurs doivent être de même signe et non nuls. Si ce n'est pas le cas, la théorie des polynômes nous dit que directement notre système sera instable. Il existera des pôles à partie réelle négative. Notez que ce critère de Root travaille donc sur la fonction de transfert en boucle fermée et utilise des résultats de théorie des polynômes que l'on ne démontrera pas, qui nous permettent de montrer, de juger de la présence ou non de pôles à partie réelle négative. Donc, ce qui nous intéresse pour nous, de la stabilité d'un système. Alors, si tout se passe bien au niveau des coefficients, on peut passer au petit 2, construire ce tableau de Root. Pour ce faire, n étant l'ordre de la puissance du dénominateur, on va s'intéresser au dénominateur de la fonction de transfert en boucle fermée. On va donc construire un tableau avec dans la première colonne les p puissance n, n-1 jusqu'à p puissance 0, donc selon l'ordre de la fonction de transfert. Et on va remplir ce tableau, les deux premières lignes, par les coefficients dans l'ordre à n-1, à n, à n-1, -2, -3, -4, -5, jusqu'à arriver au coefficient à 0. Donc on remplit les deux premières lignes. C'est pour ça que j'ai mis deux barres de trait en dessous. Puis les coefficients dans les cases suivantes vont être calculés de cette manière-là. Autrement dit, je vais détailler juste pour le bn-1, le coefficient qui est là. On va faire le produit de lui à n-1 par an-2, moins an fois an-3, et on va diviser par ce coefficient-là. Et ainsi de suite. Je n'entre pas dans le détail, on le fera éventuellement sur une illustration sur un premier et un deuxième ordre, et on ne détaillera pas plus.
faut juste savoir que, si nécessaire, dans le cours, on pourra se référer, si ça vous intéresse, ou pour vos TIPE, on pourra approfondir ça. Enfin, une fois le tableau rempli, on applique le critère. Le critère nous dit que si tous les éléments de la première colonne sont de même signe, alors toutes les racines du polynôme étudié sont à partie réelle négative. Le nombre de changements de signes, s'il y en a, correspond au nombre de pôles à partie réelle positive, de racines positives. Comme nous étudions ce critère sur le polynôme du dénominateur de la fonction de transfert en boucle fermée, cela nous donne donc que si tous les éléments de la première colonne sont de même signe, alors tous les pôles de la FTBF sont à partie réelle négative, c'est ce qu'il nous faut. Autrement dit, s'il y a un 0 ou un changement de signe dans la première colonne, la fonction de transfert est instable car elle connaît un ou plusieurs pôles positifs. Bien. Ceci est dit, vous l'avez dans le poly, si on en a besoin, on viendra le chercher. Un petit exemple que je vous invite, si vous le souhaitez maintenant ou un peu plus tard, à traiter en illustration. Vous prenez cette fonction de transfert là, on remplit, donc on va indiquer 1, 2, 3, 4. Je vous laisse déterminer les coefficients suivants. On a combien de lignes? 4, 3, 2, 1, 0. On a donc quelques coefficients à calculer. De la même manière, appliquez le critère de route à un premier ordre canonique et un deuxième ordre canonique pour vous rendre compte qu'ils sont stables si les coefficients sont de même signe. Chose que l'on a déjà dite en première année. Donc voilà pour ce premier critère. Je rappelle, ce premier critère est limite programme. On l'étudiera peu. J'ai préféré quand même le détailler dans cette vidéo pour que vous ne soyez pas démunis au cas où vous ayez à l'utiliser. Deuxième critère, le critère qui va nous intéresser beaucoup plus, le critère graphique, le critère du revers. Alors, on va s'intéresser ici à un système bouclé, une entrée, une sortie, une chaîne directe H, un retour K. La fonction de transfert en boucle fermée, je vais la noter ici G, c'est donc d'après la formule de Black, H sur 1 plus HK. Alors, suite à des remarques qu'on a déjà, pour certains, déjà faites en première année, on se rend compte que l'intérêt du dénominateur est tel que si la FTBO s'approche de moins 1, alors le gain de la FTBF va tendre vers plus ou moins l'infini, puisque le dénominateur tend vers 0. Et on comprend bien donc que si le gain augmente démesurément, tend vers plus l'infini, il y a un grand risque d'instabilité. Pour ce faire, donc le point moins 1 est donc un point critique de stabilité. Et donc, le critère que l'on va étudier se propose de conclure sur la stabilité à partir de la position de la boucle ouverte par rapport à ce point moins 1. Ce critère est un critère graphique qui a l'immense avantage de pouvoir définir des marges de stabilité, c'est-à-dire une certaine distance acceptable vis-à-vis de l'instabilité. Notez tout de suite dans vos têtes, sur vos feuilles, surlignez, le critère graphique du revers s'applique sur la fonction en boucle ouverte, puisqu'il est situé par rapport au point moins 1 et que la formule de Black, on refait tout le lien dans notre tête. C'est aussi un avantage de travailler sur la fonction de transfert en boucle ouverte, c'est ce qui rend ce critère sympathique, c'est que l'on n'a pas besoin de se farcir le calcul de la fonction de transfert en boucle fermée qui parfois est long, dur et pénible quand il y a plusieurs boucles et plusieurs boucles imbriquées par exemple. Le critère graphique du revers se base sur la boucle ouverte. Alors, l'énoncé, je me sens obligé de le définir proprement. Pour ce faire, on va juste parler d'un diagramme qui n'est pas à votre programme, mais qui représente le lieu des fonctions de transfert dans un plan où l'on représente en abscisse la phase et où l'on représente en ordonnée le gain en décibels, soit les deux caractéristiques qui sont tracées sur les deux diagrammes de Bode classiquement.
Et donc, car le critère du revers est énoncé dans ce diagramme. Donc je l'énonce dans ce diagramme, puis ensuite on le transposera, nous, pour nos applications, dans le diagramme de Bode. Alors, un système est stable en boucle fermée si et seulement si, en décrivant le lieu de transfert de la fonction de transfert dans le sens des pulsations croissantes, la fonction de transfert en boucle ouverte, pardon, dans le sens des pulsations croissantes, alors le point critique -1 doit être laissé à droite du lieu. Illustration, sur cette courbe, sur ce diagramme, la courbe du système bleu, si je le parcours dans le sens des oméga croissants, c'est-à-dire dans le sens de la flèche, je le parcours dans ce sens-là. Le point critique -1 est donc laissé à droite, le système est stable. Le point critique -1 dans le diagramme qu'on étudie, -1 est un réel négatif, donc à une phase de -180 degrés, et un gain de 0 puisque module 1. Donc le point -1, c'est le point -180 degrés 0. Vous voyez, il est là. Donc ce système bleu est stable. Le système vert, lui, est instable, il passe à gauche du point. Alors, la démonstration de ce théorème fera l'objet d'une vidéo complémentaire uniquement pour aiguiser votre curiosité. La démonstration n'est absolument pas au programme puisque de toute façon, ce diagramme-là, vous n'avez rien à lire ou tracer dedans. Donc néanmoins, ceci étant cité, on peut du coup définir proprement les marges. La marge de gain va être la distance, exprimée en gain, donc en décibels, entre le lieu de transfert de la boucle ouverte, donc la courbe, et le point critique, mesuré parallèlement à l'axe des gains. Donc autrement dit, c'est cette distance-là, la distance au point gain 0, du gain quand on est à -180 degrés. La marge de phase, deuxième marge, ça va être la marge horizontale, on appelle marge de phase, la distance exprimée en degrés ou en radians, en angle, entre le lieu de transfert toujours de la boucle ouverte étudiée et le point critique mesuré parallèlement à l'axe de la phase. La marge de phase est donc la différence entre la phase quand le gain vaut 0 sur l'axe des abscisses et la phase du point critique, c'est-à-dire -180 degrés. Des ordres de grandeur de stabilité pratique, on aime bien avoir des systèmes dont la marge de gain vaut 10 à 12 décibels et une marge de phase 45 à 50 degrés. Notez que quand on regarde un second ordre à coefficient d'amortissement 0,7, donc il y a un petit dépassement pour avoir un temps de réponse le plus rapide possible, on est très proche de ces marges-là. On répète donc, la marge de gain, la marge définie sur l'axe des ordonnées, donc entre le point 0 dB et le point du gain à pulsation -180 degrés. La marge de phase mesurée sur l'axe des abscisses, donc la distance entre le point de phase tel que la phase du point à gain 0 et la phase à -180 degrés. Transposons donc ceci dans un diagramme de Bode. Dans le diagramme de Bode, ce qu'il faut absolument avoir en tête, j'ai retracé ici les deux systèmes bleu stable et vert instable, les mêmes que dans le diagramme précédemment. Donc là, on est dans les diagrammes de Bode, on est dans le cours, on est dans le cadre du programme. Le système bleu est stable. On remarque à retenir, le système bleu est stable. Il passe donc à droite du point -1. On peut transposer ce théorème de cette manière-là dans Bode. On peut donc le transposer en disant qu'il faut absolument que la fonction de transfert en boucle ouverte coupe l'axe de gain 0 avant de couper l'axe à -180 degrés. Donc, on passe au 0 en gain avant le 0 en phase. Moyen mémotechnique, gain G, phase P. G est avant dans l'ordre alphabétique. On doit donc couper G, le gain 0, avant le gain 0 du point critique, avant la phase. Vous pouvez trouver d'autres moyens mémotechniques. Là, il n'y a rien d'autre qu'un moyen mémotechnique pour le retenir. Donc, le système bleu est stable. On coupe le gain 0 avant la phase à -180 degrés.
le système vert est instable, on coupe le gain 0 dB après la phase à moins 180 degrés. Il est donc instable. Suite à ces définitions, on peut exprimer les marges de gain et de phase mathématiquement. La marge de gain, on a dit, je rappelle, on appelle marge de gain la distance exprimée en décibels entre le lieu de transfert en boucle ouverte et le point critique mesuré parallèlement à l'axe du gain. La marge de gain est donc le 0 dB moins le gain de la boucle ouverte à la pulsation moins 180 degrés. Donc sous-entendu ici 0 dB correspondant au point critique, la distance. Donc la marge de gain, c'est donc moins le gain de la FTBO en oméga moins 180 degrés, à savoir, à retenir, à savoir retrouver. La marge de phase, je rappelle verbalement, on appelle la marge de phase la distance exprimée en degrés entre le lieu de transfert en boucle ouverte et le point critique mesuré parallèlement à l'axe de la phase. La marge de phase est donc égale à la valeur du point critique, est donc égale à la phase de la boucle ouverte au point critique à 0 dB, moins le point critique, c'est-à-dire moins 180 degrés, donc plus 180 degrés. La marge de phase est donc 180 degrés plus la phase de la FTBO à 0 dB. Bien évidemment, cette phase est négative puisque les systèmes qu'on étudie sont des systèmes à retard de phase. Situons donc maintenant ces marges sur les diagrammes de Bode. On reprend les diagrammes de Bode précédemment sur les deux systèmes stables et instables. On a dit la marge de gain, c'est 0 dB moins le gain lorsque la phase vaut moins 180 degrés. Donc il faut trouver ce point moins 180 degrés et ensuite remonter sur le diagramme de gain pour mesurer la marge de gain. Pour la marge de phase, on va la lire à 0 dB et c'est la distance entre le lieu de la FTBO, donc la phase de la FTBO, moins le point critique, moins 180 degrés, donc la phase de la FTBO, moins, plus 180 degrés. Et on se rend bien compte que si on essaie de tracer les marges sur le lieu vert, eh bien on va les orienter vers le bas, elles seront donc négatives, donc on passe du mauvais côté du point critique. Système instable. Quelques exemples de manière à approfondir cette vidéo, exemples que l'on résolvera en cours, en classe. Quelles sont les marges de gain et de phase d'un premier et d'un second ordre? Ces systèmes peuvent-ils être instables? Donc à vous de tracer les diagrammes de Bode à partir du cours et de localiser les marges. Et puis ensuite un exemple sur cette fonction de transfert en boucle ouverte. Je vous invite à tracer le diagramme de Bode pour k égale 1, en déduire les marges de phase et de gain, et puis essayer de répondre à cette question. Quelle est la valeur qui amène à l'instabilité? Quelle est la valeur de gain qui assure une marge de 45 degrés? Notez que ce type de questionnement-là, lorsque vous saurez le faire, vous permettra de traiter un grand nombre de problèmes de stabilité avant même d'avoir étudié le cours de stabilité des systèmes de correction des systèmes asservis que l'on étudiera autour du mois de février et mars. Pour terminer cette vidéo, une petite digression pour aller plus loin, hors du cadre du cours. On a défini des marges dans un diagramme bidimensionnel, des marges cartésiennes en X et en Y, marge de gain, marge de phase. Et tout va bien car nos courbes sont très gentilles, très douces, continues et avec beaucoup de dérivées continues. Néanmoins, si les courbes étaient plus chahutées, on pourrait se dire que avoir les deux distances en X et en Y, ça ne suffit pas parce qu'on pourrait très bien se rapprocher du point moins 1 par ailleurs. Donc pour ce faire, il existe aussi la possibilité de définir une marge de module qui, sur cette abaque, va pouvoir être définie comme une marge associée à une certaine ellipse qui va nous donner une distance vraiment par laquelle la courbe de la boucle ouverte tangente cette ellipse, cet isomodule qui est de centre commun avec le point moins 1. Et donc, notez qu'il s'agit globalement, cette marge de module nous permet de
déterminer la surtension, c'est-à-dire la résonance en boucle fermée à partir de la tangence en boucle ouverte. Voilà, c'est pour une ouverture, pour ceux qui approfondiront